Nous avons ce soir une soirée très particulière. Je vous remercie la Fédération du Parti communiste de Seine-Saint-Denis et Nathalie Simonet pour accueillir cette soirée pour la libération des enfants palestiniens qui sont aujourd'hui emprisonnés en Israël. Nous avions eu une première réunion du collectif, c'est une jeune lycéenne, Sabrina Chatouani, qui, elle, est étudiante, est également dans notre collectif. Guy Lecros, qui doit être quelque part par là, voilà, et moi-même. Donc une petite coordination qui permet d'organiser les choses, mais vous allez voir, on va continuer le travail de manière extrêmement ouverte et démocratique. Donc, avant de continuer à expliquer comment les choses vont se passer, je vous propose de passer un moment avec Pierre Barbancet. Et merci à vous tous d'être là, merci pour cette invitation. J'imagine, parce que moi qui ne suis pas de la Seine-Saint-Denis, je vois des gens que je connais, que j'ai déjà croisés, donc je pense qu'il y a beaucoup parmi vous qui connaissent quand même la problématique de ce qui se passe en Palestine, mais peut-être c'est toujours utile vous m'excuserez si je dis des choses que vous savez déjà, que vous connaissez déjà, c'est peut-être pas toujours le cas pour tout le monde. C'est peut-être aussi intéressant dans la période, d'ailleurs, de revenir sur des fondamentaux et de comprendre l'histoire. Parce qu'avant d'en venir directement au sujet, nous tenons ce débat dans une période qui est un petit peu compliquée politiquement, notamment parce que, et je pense que tous ici, vous êtes d'accord avec moi sur la condamnation de tous les actes antisémites auxquels nous assistons en France aujourd'hui. Je pense que c'est absolument insupportable. Et comme le rappelait l'Humanité il y a quelques jours dans sa une avec une phrase de Frantz Fanon, quand on parle des Juifs, regardez, parce qu'on va s'intéresser à vous bientôt. Et je pense que c'est tout à fait exact et qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans notre pays qui doit pas simplement nous révolter, mais qui doit nous interpeller, nous appeler vraiment à nous mobiliser. L'antisémitisme est quelque chose que nous refusons, quelque chose que nous combattons, et quelque chose qui va à l'encontre de toutes les valeurs que nous défendons en général. Donc il n'y a aucune ambiguïté sur ça. Et si certains, d'un côté, voudraient, dans le débat qui a lieu, le faux débat qui a lieu actuellement, qui voudrait faire un trait d'égalité entre antisémites et antisionistes, pour empêcher de toute critique envers la politique d'Israël, c'est évidemment quelque chose que nous rejetons, parce qu'on ne fait pas un trait d'égalité entre un groupement humain et une idéologie. Donc, non à l'antisémitisme, mais on peut être contre le sionisme en tant que tel. Cela étant, nous devons à la vérité de dire, et même si c'est ultra minoritaire, que malheureusement, certains s'abritent sur un certain antisionisme, en réalité pour développer un antisémitisme. Et il faut d'autant plus le dire que nous ne devons pas prêter le flanc à quoi que ce soit. Parce que notre combat est dirigé contre la politique d'un État, et ni contre le peuple israélien dans toute sa globalité, et encore moins, évidemment, contre les Français juifs. Mais je suis obligé aussi de constater que de l'autre côté, notamment le CRIF, puisqu'il y a l'autre soir, il y a eu le fameux dîner du CRIF auquel Emmanuel Macron est venu intervenir, que les mêmes, en fait, développent cette idée de mettre en même temps une religion ou une ethnie ou une communauté et une idéologie. Eux-mêmes qui parlent d'islamo-gauchisme. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui, dans les difficultés des débats, des difficultés du combat, il faut qu'on fasse la clarté sur un certain nombre de choses, et il ne faut pas qu'on ait peur de dire quoi que ce soit. Moi, quand j'ai vu la vidéo de ce gars en train d'insulter Alain Finkielkraut, quoi que je pense des idées de Finkielkraut, pour moi, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Le débat d'idées, c'est une chose. Le racisme, la haine, c'en est une autre. Et je pense qu'il faut que les choses soient dites clairement une fois pour toutes. D'autant plus que, mais vous le savez, mais
peut-être que ce que je vais dire là s'adresse peut-être aux plus jeunes. D'autant plus, et Leïla Chaïd, si elle avait été là, ou j'aurais abondé dans son sens, parce qu'elle l'aurait dit elle-même. Ce dont on parle au Proche-Orient, dans ce qu'on appelle le mal nommé conflit israélo-palestinien, est tout sauf un conflit de religion. Or, on voudrait jeter face à face des musulmans et des juifs, pour aller vite. Et donc, voilà, se cristallisent les choses. Tu es pour les juifs ou tu es contre les juifs, tu es pour les musulmans ou tu es contre les musulmans. Non, non. Et l'histoire montre qu'il s'agit vraiment d'autre chose. Et notamment que le projet sioniste est, avant tout, à mon sens, un projet colonial. Je vais revenir depuis le départ. Une fois cela dit, quel est le combat à mener? Donc on part en fait de la fin du XIXe siècle, quand les Juifs sont persécutés en Europe, quand les pogroms existent, quand l'affaire Dreyfus éclate en France. Un capitaine de l'armée française qui est accusé de collusion avec l'ennemi, avec l'étranger, comme on disait, parce que juif. Et vous savez comment ça s'est passé à ce moment-là. Le Zola, j'accuse, etc. Et sur ces entrefaits, un jeune journaliste, Theodor Herzl, assiste à tout ça et se dit que face à tout ce qui se passe contre les Juifs en Europe, notamment en Russie, avec, vous savez aussi, cette chose ignoble qu'on appelle le protocole des sages de Sion, qui est un faux total fabriqué par les agents du tsar de l'époque, qui malheureusement aujourd'hui est repris par certains. Theodor Herzl commence à bâtir une idéologie qu'on va appeler sioniste à cause des montagnes de Sion à Jérusalem, qui n'aura pas du tout la majorité au sein des communautés juives en Europe, qui sera même ultra minoritaire. C'est intéressant. Parce que, effectivement, au sein des communautés juives qui sont persécutées, même si en France, rappelons-le, c'est la Révolution française qui a donné les pleins droits aux citoyens juifs en France, ce qui n'est pas rien, c'est pas la royauté, c'est pas la monarchie, c'est la Révolution française qui a donné les droits. Au sein de la communauté juive, il y a beaucoup de mouvements, des mouvements très progressistes, des mouvements qui se revendiquent du socialisme, voire du communisme. Mais dans cette période-là, fin du XIXe siècle, où commence à se forger cette notion de race, on parle de race juive, comme on parle de race noire, comme on parle de race blanche, évidemment, dominante, évidemment. Et dans ce début du XXe siècle frémissant et où la guerre de 14 éclate, les grandes puissances ne sont pas sans réflexion. Et alors que Theodor Herzl élabore et écrit son livre « L'État juif », minoritaire encore une fois, on s'aperçoit que le jeu géopolitique des grandes puissances va favoriser ce courant-là, au détriment des autres. Ce courant-là, c'est ce courant d'Herzl, du sionisme, qui dit, puisque les Juifs sont persécutés de cette manière-là, il faut que les Juifs aient leur foyer. Il faut un endroit où ils peuvent se retrouver, se regrouper, où ils seront en sécurité, où ils ne vont plus subir ces persécutions-là. Pour les historiens qui seront présents, je vais un peu vite, effectivement, mais petite parenthèse, rien ne vaut la lecture de livres d'historiens, de philosophes, de sociologues, qui sont beaucoup plus compétents que moi. Je ne suis qu'un simple journaliste, et que de toute manière, la question est si complexe qu'on ne va pas tout défricher ici ce soir. Je vais juste donner des grandes lignes. Et ces grandes lignes, c'est notamment le fait que l'idée sioniste est minoritaire, même si elle prend un peu d'assise au vu de ce qui se passe. Mais surtout, je pense que ce qui est le grand déclencheur des choses, c'est ce qu'on a appelé la déclaration Balfour.
La déclaration Balfour, c'est celle d'un ministre britannique qui, en 1917, donc la guerre de 14-18 n'est pas encore terminée, envoie une lettre à Lord Rothschild en lui disant qu'effectivement, il faut travailler à l'établissement d'un foyer national juif, sans préciser exactement le lieu. Théodore Herzl lui-même, donc encore une fois théoricien du sionisme, lui-même pensait à l'Argentine. Il penchait même pour l'Ouganda. Donc vous voyez qu'au départ, il ne s'agissait même pas de la Palestine, il s'agissait d'autre chose. Y compris que le mouvement sioniste est une espèce d'éventail à l'intérieur duquel il n'y a pas qu'une seule pensée, une seule façon de penser le sionisme, une seule façon de penser les juifs, une seule façon de penser le regroupement des juifs. C'est encore une fois une idéologie, c'est pas une religion. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Mais les Britanniques, pour plusieurs raisons, se sont dit qu'il fallait aller dans ce sens-là. D'abord, il faut rappeler que face au pogrom, beaucoup de juifs d'Europe centrale et de Russie ont voulu émigrer. Mais les portes se sont fermées. Les portes britanniques se sont fermées, les portes françaises se sont fermées, les portes américaines se sont en grande partie fermées. Et donc, il fallait trouver une destination. Et en 1917, la Grande-Bretagne, qui était une puissance très influente à l'époque, puisque l'année précédente, en 1916, avec la France, dans le cadre de ce qu'on appelle les accords Sykes-Picot, ils s'étaient partagé le gâteau moyen-oriental, comme on fait avec des gâteaux à Noël. Ils s'étaient dit, tiens, on va tracer des frontières. Voilà, ça c'est pour la France, ça c'est pour la Grande-Bretagne. Et dans le cadre pour la Grande-Bretagne, ça a été évidemment, entre autres, ce qu'on appelait la Palestine historique, qui est bien plus grande d'ailleurs que le rassemblement de ce qu'on peut faire aujourd'hui, puisque ça allait ça comprend la Jordanie actuelle, et donc jusqu'aux portes de l'Irak. Donc ils ont fait ce partage-là. Et en prévision, vous savez comment c'est la guerre. La guerre se poursuit, mais on prévoit ce qui se passe après la guerre. Ça a été vrai aussi durant la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, à partir de 1942-1943. Bon, peut-être je ne vais pas développer ça ici aujourd'hui, mais bon, c'est quand même une réalité. Et puis, les Britanniques se sont dit qu'ils avaient besoin de protéger leur flanc sur le canal de Suez et tout ce qui allait vers leurs colonies, vers l'Inde, etc. Et puis, parce que si certains disent « Ah, Lord Balfour est extraordinaire, il a parlé d'un foyer national juif », ils oublient aussi que le même parlait de la race juive, qu'il faisait partie d'un gouvernement qui s'est dit « On va compter sur les juifs », parce que dans le monde, ils sont très influents, ils sont dans toutes les banques, ils sont des financiers, ils sont dans la presse, etc. etc. Les mêmes disaient exactement ça. Donc c'était une instrumentalisation terrible, avec le fait qu'ils ont, puisque vous savez que jusqu'à la chute de l'Empire ottoman et la chute de l'Empire austro-hongrois, il y avait tout ce problème en Europe, et qu'ils ont pensé que les Juifs des États-Unis, notamment, étaient trop sensibles aux thèses austro-hongroises. Donc, avec le démantèlement de l'Empire ottoman, notamment, et ces nouvelles frontières qui allaient être faites au Proche et Moyen-Orient, les Britanniques ne parlent que du Middle East, ne parlent que du Moyen-Orient, pas du Proche-Orient. C'est nous, les Français, qui parlons du Proche-Orient. Ils se sont dit que c'était bien d'avoir les communautés juives avec eux et de travailler avec eux. Donc, promesse d'un foyer national juif qui s'est avéré, après multiples discussions, la Palestine. Sauf que, si certains ont dit c'est une terre sans peuple ou un peuple sans terre, en réalité, les dirigeants sionistes, eux, savaient pertinemment qu'il y avait un peuple sur cette terre. Il y avait des communautés existantes. Il y avait des juifs, oui, mais il y avait aussi des communautés arabes. Des communautés arabes pas seulement musulmanes d'ailleurs, chrétiennes, comme il en existe encore aujourd'hui, et d'autres encore.
des petites communautés qui existaient. Ça fait rien. On a fait comme ça, parce que ce projet, dans le fond, est profondément un projet colonial. Donc, on ne nie pas le droit d'un peuple, on dit qu'il n'existe pas. C'est encore plus simple. Donc il se passe ça dans ces territoires-là, où existent des populations, existent des communautés juives, peu, mais existent, et se met en place donc une vague d'immigration en Palestine, avec l'accord de la puissance mandataire britannique. Ce qui, évidemment, va déclencher, même si à ce moment-là, on ne parle pas de Palestiniens et on ne parle pas de mouvement national palestinien, vous imaginez bien que ça crée quand même quelques problèmes. Une immigration de ce type, qui n'est pas une immigration de gens qui vont juste s'intégrer pour chercher du travail, c'est une volonté politique de se saisir de l'endroit. Qu'on se comprenne bien, pas de rapport avec l'immigration aujourd'hui en France, on ne fasse pas dire ce que je ne dis pas, ce que je ne pense pas, c'est-à-dire c'était une captation. Donc, ça a été très mal reçu par les populations locales, mais comme toujours, parce que ces problèmes-là se doublent aussi, à mon avis, toujours de problèmes de classe, les propriétaires terriens arabes ont vendu une partie des terres au détriment des petits paysans arabes palestiniens sur place. Et donc on a commencé à modifier, en réalité, les équilibres qui existaient entre les communautés. On pourrait dire d'une certaine manière, ça n'aurait pas été très grave si le projet final n'était pas autre. Après tout, pourquoi pas? Sauf qu'au fur et à mesure, ce qui s'est déclenché, c'est que les Palestiniens ont été dépossédés d'une partie de leurs terres, et que, encore une fois, de quelques dizaines de milliers de juifs existants, c'est arrivé à plusieurs centaines de milliers à un moment donné. Et que ce projet sioniste a commencé non seulement à collaborer avec les Britanniques jusqu'à un certain point, c'est-à-dire jusqu'à ce que, pour différentes raisons historiques, politiques et économiques, les Britanniques mettent un terme à une partie de l'immigration juive en Palestine. Ces communautés juives-là, sionistes, ont travaillé avec les Britanniques et, de fait, ont mis en place des structures administratives qui étaient quasiment un quasi-État. C'est-à-dire que dès les années 36-37, on peut dire qu'ils étaient quasiment prêts à mettre en place une administration. Ce qui n'était évidemment pas le cas des Palestiniens. Divisés, vivant sous l'emprise de grands propriétaires terriens, de pays arabes qui voulaient diriger un certain nombre de choses, etc., jusqu'à ce qu'il y ait une révolte se monte en 1936, la grande révolte arabe, qui a été réprimée, qui n'a pas abouti, mais qui n'a pas empêché les Britanniques, au même moment où ils promettaient un foyer national juif aux sionistes, promettaient aux Arabes un État. Et comme disait l'autre, les promesses, il n'y a que ceux qui y croient qui y adhèrent. Au moment de la déclaration de la guerre en 1939, une partie des Juifs qui étaient déjà regroupés dans des mouvements armés ont combattu avec les Britanniques. Et puis, il y a ce génocide des Juifs en Europe qui fait quand la question est posée et que les Britanniques disent « nous ne voulons plus nous occuper de la Palestine, nous laissons ce mandat de la Palestine mandataire », se pose la question du partage. Évidemment, c'est une question grave, mais qui est alimentée et par le mouvement sioniste, et surtout, par ce qui s'est passé en Europe. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, évidemment que dans la tête de nombreux juifs rescapés et de leurs familles, il y avait ce besoin, à un moment donné, de trouver un endroit, de se dire « je suis en sécurité ». Et dans ce débat qui a eu lieu, qui a été, à mon avis, très très compliqué, y compris à l'ONU, parce que
Sur les premiers votes, même la France, au départ, ne votait pas sur le partage. Les États-Unis ont fait le forcing sur le partage de la Palestine en la terre. Mais dans le fond, le partage a été injuste. On a donné 55% de la Palestine historique à la population juive qui n'était pas majoritaire, et 45% à la population majoritaire. Et puis parce qu'il faut le dire, les pays arabes et la direction de ceux qui dirigeaient plus ou moins les révoltes ou les revendications arabes en Palestine ont fait des erreurs de jugement, ont commis des fautes et n'étaient pas du tout à la hauteur de l'enjeu politique et historique de ce qui se passait. Donc quand en 1947 le partage a lieu, vous voyez ce qui est en blanc, donc la carte sur votre gauche, c'est ce qui a été acquis par le Front National Juif et par la communauté juive, 1946. Okay, le Front National Juif, c'est ceux qui gèrent aujourd'hui un certain nombre de terres en Israël, peut-être on y reviendra tout à l'heure, et notamment tous les endroits où il y avait des villages palestiniens dans lesquels ils ont été obligés de fuir. Et 1947, vous voyez le partage qui est proposé. Donc ce qui est en blanc, c'est tout ce qui est proposé pour la communauté juive. Et je sais bien qu'en France, c'est compliqué quand on dit les juifs, quand on dit les arabes. Au Moyen-Orient, c'est moins compliqué, il y a moins de connotations et c'est beaucoup moins péjoratif. Parce que les Palestiniens vous le diront, pour ceux qui sont allés, vous le savez pertinemment, vous avez des problèmes parce que le génocide juif, il a eu lieu en Europe. Nous, on n'a pas fait de génocide des juifs. Et c'est une dimension sur la pensée, sur la réflexion, sur la façon de faire, je crois, qui est très très importante. Parce que ce sont des communautés qui ont toujours vécu ensemble, en réalité. Au Mashrek, c'est-à-dire au Moyen-Orient, comme au Maghreb, d'ailleurs. Et je pense que c'est vraiment des réalités fortes. Donc vous voyez le partage qui est proposé en 1947, qui n'a pas été accepté. On pourrait même se dire qu'aujourd'hui, ce serait acceptable, puisque les Palestiniens aujourd'hui ne revendiquent que 22% de toute cette grande figure que vous avez sur la gauche. Donc vous voyez par rapport à ce qui était proposé en 1947. Donc dès 1948 éclate la première guerre qu'on a appelée première guerre israélo-arabe, qui a permis, à Israël déjà d'étendre largement le territoire qui lui avait été octroyé en 1947. C'est-à-dire en 1948, il y a ce qu'on appelait la Nakba pour les Palestiniens, c'est-à-dire la catastrophe. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont été obligés de fuir leur village. Les villages ont été détruits. Aujourd'hui, ces villages n'ont plus de traces dans ce qui est Israël aujourd'hui, parce que souvent, non seulement détruits, mais aussi c'est souvent où vous trouvez des grands parcs naturels. C'est-à-dire qu'ils ont fait pousser des forêts, etc. dessus pour que les traces n'existent pas. Je vous conseille d'ailleurs un excellent ouvrage qui s'appelle Nakba, qui est écrit par deux amis d'ailleurs, deux juifs, dont un est juif israélien et l'autre française juive, qui vivent à Tel Aviv et qui ont fait des remarquables recherches justement sur tous ces endroits, tous ces villages, et comment, y compris les Israéliens eux-mêmes, les juifs israéliens notamment, ne veulent pas voir ça. Et eux ont tout un travail avec une organisation qui s'appelle Decolonizer, donc décolonisation si vous voulez, dans laquelle ils montrent très très bien comment ça s'est passé, comment on efface toute trace des Palestiniens à cette époque-là. Et c'est d'autant plus intéressant, un, pour la réalité historique, la véracité historique, deux, ce sont des Juifs qui vivent en Israël, qui ont tenu à faire ce travail-là, ce qui montre aussi que ceux qui veulent dire tous les Juifs sont responsables, etc., se trompent complètement s'ils sont de bonne foi et sont des salopards quand ils veulent mettre tout le monde dans le même panier. Parce que les réalités sont beaucoup plus complexes. Donc 1948, une grande partie donc, de cette Palestine historique est prise par Israël, pas la bande de Gaza, mais une bonne partie qui est en vert, ici comme ça, et une partie tout en haut. Voilà. 1948, il y a en 1949 ce qu'on appelait une ligne de cessez-le-feu qui ne va pas bouger jusqu'en 1967. Et 1967 éclate et des choses ne bougent quasiment pas. C'est-à-dire Israël monte son État, etc.
Dans cette période-là, après 49 jusqu'en 67, évidemment, des dizaines de milliers de Palestiniens, d'Arabes de cette zone qui sont en déshérence, qui sont en exil, sont pris en charge internationalement. L'ONU crée ce qu'on appelle l'UNRWA, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Pour l'aide aux réfugiés palestiniens, qu'on met sous des tentes. Vous avez peut-être vu ces photos de 1948, 49, 50 qui vivent sous des tentes. Et c'est devenu tellement réel que les tentes n'existent plus. Les tentes ont été remplacées par des habitations. Et on peut voir les strates maintenant quand vous allez dans ce qu'on appelle les camps de réfugiés palestiniens. Vous voyez les strates parce que le problème, la question des réfugiés palestiniens, en réalité, jamais été réglée. Et c'est une des problématiques aujourd'hui sur le règlement, encore une fois, de ce qu'on appelle un mauvais titre, à mon avis, le conflit israélo-palestinien, parce qu'encore une fois, c'est un problème colonial. Et jusqu'à 1969, en réalité, peut-être disons 1966, on a considéré internationalement, parce que ça a arrangé beaucoup de monde, que la question des Palestiniens, c'était une question en fait de réfugiés. C'était une question humanitaire. Il fallait faire quelque chose pour eux. Jusqu'à ce que le mouvement national palestinien, qui existait, mais qui était en réalité un peu à la botte des pays arabes, qui eux cherchaient juste leur intérêt dans la région, sous la direction de Yasser Arafat, reprennent un flambeau politique et développent l'idée que la question palestinienne n'est pas une question humanitaire. C'est une question de droit d'un peuple. Donc là, ça prend évidemment, c'est vraiment autre chose. 1967, la guerre des 6 jours éclate. Vous savez ce que ça donnait. En 6 jours, Israël a non seulement battu les quelques armées arabes qui ont attaqué, mais on a fait encore un mythe là-dessus. Du petit pays Israël sans ressources qui a réussi à vaincre toutes les grandes puissances autour d'elle. David contre Goliath, évidemment. Aujourd'hui, on sait, notamment grâce aux historiens israéliens, qui n'en étaient pas ainsi. Les armées arabes n'étaient pas prêtes, étaient très mal équipées. L'armée israélienne était très bien équipée, savait ce qu'elle voulait faire. Et j'ai moi-même, par exemple, discuté avec un historien israélien, Tom Segev, qui a fait un énorme pavé sur la guerre de 1967, et qui disait qu'en fait, il y a eu une guerre préventive de la part d'Israël, qui se disait on va être attaqué, on va attaquer nous d'abord. Donc là aussi, je ne développe pas, mais là aussi je vous invite à scruter un petit peu plus au-delà du mythe qu'ils aient développé, de voir ce qui s'est passé réellement en 1967. Et 1967 est particulièrement important. D'abord parce que aujourd'hui, on parle des frontières de 1967, donc en fait on parle des frontières de l'armistice de 1949, donc de la première guerre qu'on appelait israélo-arabe. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'à partir de 1967, Israël, à l'issue de cette guerre des 6 jours, a conquis tout le Sinaï, le Sinaï égyptien, la bande de Gaza et le plateau du Golan, et Jérusalem-Est, qui était jusqu'à présent sous contrôle jordanien. Donc c'est quasiment toute la Palestine historique, plus un territoire syrien, le plateau du Golan, plus un territoire égyptien, le Sinaï. Et surtout, en termes politiques, il y a un décrochage de la politique israélienne. Si à un moment donné, on avait pu penser que, bon, Israël existe, Israël veut vivre, veut exister dans la région, là, ils sont passés à autre chose. C'est le moment, après la guerre des 6 jours en 1967, où se développe la colonisation. C'est-à-dire qu'il est décidé sciemment d'installer ce qu'ils appellent des implantations juives dans les territoires palestiniens occupés. Ce développement est tel que de quelques milliers au départ en 67, ils sont aujourd'hui 500 000 entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie. 500 000 colons. 1973, la Syrie, notamment,
décide d'essayer de reprendre les territoires conquis. Et évidemment, une fois, ils étaient en passe d'y arriver, et puis un mécanisme international s'est mis en place, notamment avec les États-Unis, où il y a même eu un début d'affrontement oral, en tout cas au départ, entre l'URSS et les États-Unis, qui a permis à Israël de relever la tête. Vous savez, 1973, c'est ce que, et d'ailleurs les mots ont un sens. Quand j'entends les journalistes français parler, ils disent toujours la guerre de Kippour. Ce qui est vrai, du côté israélien, ça s'appelle la guerre de Kippour. Côté arabe, ça s'appelle la guerre d'octobre, ou la guerre de Ramadan. Donc une fois, petite anecdote, j'étais interviewé un général égyptien qui avait fait cette guerre au Caire, j'étais avec une journaliste française, et qui lui a parlé de la guerre de Kippour, et j'ai cru que l'interview était terminée à tout jamais. C'est pour dire qu'en France, en fait, on a des réflexes qui montrent bien. On a le langage d'un côté de ce qui se passe. Et je trouve que c'est très intéressant de le noter. Or, voilà, pour les uns, c'est la guerre d'octobre, ok, c'est la même chose. Mais, évidemment, chaque histoire a ses appellations. Et puis, se passe, pendant ce temps-là, toute la lutte du peuple palestinien, et qui, encore une fois, et je l'ai écrit il y a quelques jours dans l'Humanité, je pense qu'on aurait dû l'écrire bien avant, et malheureusement, le peuple palestinien, en réalité, contrairement à tout ce qui est dit, n'est pas soutenu par les pays arabes. Le peuple palestinien est instrumentalisé par les pays arabes. Et aujourd'hui, le rapprochement auquel on assiste entre Israël et la plupart des pays arabes contre l'Iran et au détriment des Palestiniens montre bien la fausseté des déclarations de la politique des pays arabes et montre aussi que ce n'est pas un conflit religieux. Parce que si Israël se rapproche de l'Arabie Saoudite, je voudrais bien qu'on m'explique en quoi les conflits avec les Palestiniens seraient religieux. Donc les choses en même temps apparaissent. C'est dramatique, mais les choses apparaissent dans leur réalité. Sauf que les Palestiniens, dans leur tentative de faire vivre leur combat national, sont passés par plusieurs phases stratégiques. La lutte armée avec les Fédayines, et on voit bien, et c'est pour ça que je parlais des pays arabes, comment en septembre 1970, ils ont été réprimés par l'État jordanien, par la monarchie jordanienne. Comment ils ont été obligés de partir. Comment cette stratégie a pris d'autres dimensions au début des années 70, mais où commençait déjà à germer autre chose. Sur, ok, il faut qu'on négocie, il faut qu'il y ait une étape diplomatique, il faut que, etc., etc. Et là, exactement pareil, un certain nombre de cadres de l'OLP, de l'Organisation de libération de la Palestine, ont été assassinés parce qu'ils commençaient à prendre des contacts avec des responsables israéliens en vue d'un règlement pacifique et diplomatique de la question. Mais malheureusement, Israël s'est toujours senti, et à juste titre, s'est senti soutenu par les pays occidentaux et n'a jamais fait un seul pas. Les déclarations d'Israël n'ont jamais été suivies de faits. Et les décisions prises sous l'égide des Nations Unies n'ont jamais eu un début d'application. Et les mêmes pays occidentaux, toutes les résolutions de l'ONU concernant la Palestine n'ont jamais vu un début d'application. Or, ces mêmes pays qui sont prêts et qui sont allés faire la guerre contre d'autres pays pour non-respect des résolutions de l'ONU, c'est bien un choix politique qu'ils font. Je ne dis pas qu'il faut aller faire la guerre contre Israël, je dis qu'il faut contraindre. Il faut que le droit international prévale sur ce qui se passe. Or, quand les Palestiniens commencent à changer d'attitude, se disent « Ok, la lutte armée, on n'y arrive pas ». Encore une fois, il y a des raisons historiques, et notamment les années 80, le fait que les pays socialistes sont en chute libre, qu'il n'y a plus d'aide au mouvement de libération comme cela pouvait exister auparavant, et puis le pragmatisme aussi de Yasser Arafat, de Abou Ammar, fait qu'en 1988, l'Organisation de libération de la Palestine décide en même temps, le même moment, en novembre, à Alger, de proclamer la création de l'État palestinien
et de reconnaître Israël. Donc c'est un pas énorme par rapport à ce qui était auparavant. C'est-à-dire que l'OLP décide de reconnaître un État issu du partage de la Palestine en 1947 sans avoir d'État eux-mêmes. C'était en 1988. Il y a 30, bientôt 31, il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Et les Palestiniens n'ont toujours pas d'État. Et je crois que toute la problématique aujourd'hui est résumée par ça. On nous dit défense d'Israël, Israël doit exister, etc., etc. Oui, bien sûr. Mais pourquoi pas d'État de Palestine? D'autant plus que, affaiblis, les Palestiniens ont négocié les accords d'Oslo, sont allés d'abord à la conférence de Madrid, ont fait les accords d'Oslo, avec promesse de la création d'un État, et puis relégués à plus tard les vraies questions en réalité. Celle de Jérusalem, celle des réfugiés, celle de l'eau, celle des colonies. On a été mis en place une autorité palestinienne ayant, soi-disant, les mêmes prérogatives qu'un État, qu'une administration d'État, mais en réalité n'ayant pas d'État, et étant encore plus à la merci des pressions internationales. Parce que si un mouvement politique comme l'OLP peut avoir son propre agenda, comme on dit dans les questions internationales, l'autorité palestinienne qui dépend des subsides et des fonds internationaux ne peut pas décider de ce qu'elle veut. Pire, en réalité, Israël, vous voyez, il est en train de le faire encore actuellement, Israël, toutes les marchandises qui sortent ou qui vont en Palestine dépendent des douanes israéliennes. C'est Israël qui recueille l'argent et qui le reverse aux Palestiniens. Et donc, quand ça ne va pas, toc, ils ferment le robinet et ils asphyxient les Palestiniens. Tout ça sans que la communauté internationale ne bouge. Dans la réalité, de temps en temps, une petite déclaration s'émouvant de cette situation, mais jamais rien de plus. Or, plus ça va comme ça, plus le peuple palestinien est en colère, parce qu'ils ont essayé la lutte armée. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé la voie diplomatique. Ils en voient le résultat aujourd'hui. Ils ont une administration palestinienne corrompue auquel ils ne croient pas. Ils se sont tournés vers le Hamas. Ils ont vu la réalité avec le Hamas, qui est aussi corrompu et qui de toute façon ne fait rien bouger. Ils se sentent totalement abandonnés par les communautés internationales, et y compris par les pays arabes. Et si aujourd'hui une solution n'est pas trouvée, il est à craindre fortement, parce que ça commence à se développer, que des organisations de type État islamique se développent. Donc on a l'impression qu'on veut même pas simplement pousser les peuples à l'impasse, on veut les pousser à l'implosion, on veut les pousser à la haine. Parce que ce genre de situation ne peut pousser qu'à la haine quand il n'y a pas de lumière, quand il n'y a pas de solution possible, ou en tout cas de solution visible. C'est pour ça aussi, et Netanyahou le comprend très bien, et là je parle aux lycéens et à tous aux lycéens qui vont participer à cette campagne. Les jeunes Palestiniens aujourd'hui, ceux qu'on appelle la génération Oslo, c'est-à-dire ceux qui sont nés en 1993 au moment des accords d'Oslo qui étaient censés donner un État aux Palestiniens. Ceux-là ont vu leurs parents humiliés quotidiennement au checkpoint, dans les barrages de l'armée israélienne. Ils ont vu leur père se faire frapper. Ils ont vu leur père ou leur grand frère se faire emprisonner. Et Netanyahou a peur d'une chose, c'est de la révolte des jeunes Palestiniens. Il a peur de la révolte des jeunes Palestiniens et il a peur aussi de tous ceux qui, en Israël même, juifs ou non juifs, s'élèvent contre sa politique. Il met en place des lois contre les Palestiniens, il met en place son armée contre les Palestiniens dans les territoires occupés, mais il met aussi en place des lois pour empêcher tout Israélien, juif ou non, de critiquer sa politique. C'est le cas, par exemple, d'une organisation qui s'appelle Breaking the Silence, briser le silence, faite par d'anciens militaires de l'armée israélienne qui veulent dénoncer les exactions de l'armée israélienne dans les territoires occupés palestiniens. C'est un grand courage, parce que c'est franchement pas évident, je crois que vous le savez. C'est des mesures contre l'organisation B'Tselem,
l'organisation israélienne de défense des droits de l'homme, qui défend les prisonniers, qui avait dénoncé les tortures dans les prisons israéliennes. Et puis, c'est aussi la répression terrible et sauvage contre les jeunes Palestiniens, parce que Netanyahou et ses sbires ont peur que se développe une nouvelle génération de combattants palestiniens. Mettez dans combattants ce que vous voulez. J'avais posé moi-même une fois la question à un Palestinien de 33 ans, 34 ans. Je lui ai dit, vous avez tenté la lutte armée, vous n'avez pas abouti, vous avez tenté la voie diplomatique, vous n'avez pas abouti. Qu'est-ce que vous allez faire? Il m'a regardé en souriant, parce que les Palestiniens sourient souvent malgré les difficultés, et il m'a dit, rien ne nous empêche d'essayer les deux encore. Je ne sais pas ce qu'il faut penser de ça. Je pense qu'il faut y voir là le signe que oui, il y a encore d'espoir, oui, on va continuer à se battre. Parce que beaucoup sont étonnés que la société palestinienne, si elle a des difficultés, si elle s'effondre, existe encore. Elle ne s'est pas délitée, elle n'a pas disparu, la société palestinienne. Elle existe très fortement. Et c'est assez extraordinaire. Et donc cet esprit de résilience de la part des Palestiniens, c'est aussi ce qui fait que quelque chose d'autre va pouvoir se bâtir. Et donc, si je reviens à Netanyahou, il veut aujourd'hui réprimer cette jeune génération de Palestiniens qui se soulève. On a parlé de la nouvelle intifada de Jérusalem, etc. Peu importe les termes. Les jeunes Palestiniens aujourd'hui n'en peuvent plus de passer des barrages, parce qu'ils habitent à Jérusalem-Est occupée, de passer des barrages et des fois de ne pas pouvoir aller en cours à Ramallah, à l'université des Birzeit, parce qu'on les empêche de passer, ou parce que les Israéliens ont décidé que la ville était bouclée et donc personne ne pouvait entrer ni personne ne sortir. Ils en ont marre de ne pas pouvoir imaginer leur avenir comme ils le voudraient, et ils en ont marre de ne pas pouvoir se déplacer. Donc ils les répriment. Et ça devient chez nous des attaques au couteau en permanence, etc., sans que personne ne vérifie quoi que ce soit. L'armée israélienne dit « on a été attaqué au couteau ». Non mais est-ce que vous imaginez une gamine de 15 ans avec un couteau dans la main qui va attaquer un grand gaillard? Oui, on peut imaginer, parce qu'elle a fait de l'humanité, on avait Aed Tamimi qui est venu, qui a su mettre des coups de poing dans la figure d'un soldat israélien. C'était tout un symbole, parce que je crois que le soldat israélien, il n'est même pas allé à l'hôpital. Mais c'est quand même un beau symbole de voir ces jeunes qui continuent à se révolter et qui n'ont pas la haine. Et qui n'ont pas la haine. Ils n'ont pas la haine des Juifs. Ils n'ont pas la haine des Israéliens. Ils ont la haine de la politique menée contre eux et qu'ils subissent. C'est complètement différent. Et on voudrait les amener, en fait, en réalité, à dire non, non, mais c'est Israël, c'est etc., etc. C'est encore une fois, à monter de la haine, à monter des combats les uns contre les autres. Donc je pense, et je vais en finir parce que c'est peut-être un peu long, que le combat est très difficile aujourd'hui parce que les Palestiniens sont dans la difficulté politique, en interne. Ils sont divisés politiquement entre la bande de Gaza, qui est dirigée par le Hamas, la Cisjordanie, qui est plus ou moins dirigée par le Fatah. Ils sont divisés donc aussi géographiquement. Ils n'arrivent pas à avoir une initiative politique d'envergure qui permettrait de débloquer les choses. Ils ont fait des erreurs politiques énormes. Par exemple, en comptant trop souvent sur les Américains, en pensant qu'en se retrouvant à 3 Américains, Palestiniens et Israéliens, les choses allaient se régler. En réalité, une fois qu'ils sont à 3 à table, il y a d'un côté Américains et Israéliens, de l'autre côté les Palestiniens tout seuls. L'Union européenne pourrait jouer un rôle fort et important. Ce n'est malheureusement pas le cas. Les représentants de l'Union européenne à Jérusalem, régulièrement, tirent le signal d'alarme, envoient des rapports à leurs ministres des Affaires étrangères concernés pour dire la politique que mène Israël aujourd'hui, la politique d'occupation, la politique de colonisation, empêche à terme la solution de 2 États. Que fait l'Union européenne? Ils prennent le rapport, ils le mettent dans un tiroir et ils ferment bien le tiroir. Pire, Emmanuel Macron aujourd'hui, et c'est comme ça que je termine par ce que j'ai commencé, abonde dans le sens de Benyamin Netanyahou. Netanyahou a passé un degré supplémentaire aujourd'hui. Il veut qu'Israël soit un État juif.
en y mettant du contenu. Parce qu'en 1947, quand il y a eu le partage de la Palestine historique, on a dit un État juif. Mais figurez-vous que les sionistes, divisés eux-mêmes, la direction sioniste divisée elle-même, n'est pas arrivée à se mettre d'accord sur la nature de leur État. Entre un Jabotinsky, qui était l'aile droite des sionistes, et l'aile, disons, la plus à gauche, et les religieux, ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord. C'est pour ça qu'Israël est un pays sans constitution. Et Yasser Arafat, qui aimait bien blaguer, une fois, Ariel Sharon, vous vous souvenez d'Ariel Sharon, celui le massacreur de tous les temps, Ariel Sharon avait dit « Les Palestiniens doivent faire une constitution, je veux voir leur constitution ». Et Yasser Arafat, avec tout sourire, avait répondu « Qu'Ariel Sharon m'envoie sa constitution et je lui promets de faire exactement la même ». Donc la nature de cet État israélien n'est pas définie. Donc pas de constitution. Ce sont ce qu'on appelle des lois fondamentales. Il vient de faire voter à la Knesset une loi sur la nature juive de l'État d'Israël, qui est en réalité la construction d'un État d'apartheid. À l'intérieur même d'Israël. C'est déjà de l'apartheid à l'extérieur, puisque, excusez un peu mes digressions, mais une fois j'étais à Hébron, cette ville d'Hébron au sud de la Cisjordanie, avec Ahmed Kathrada. Ahmed Kathrada a passé 25 ans en prison avec Nelson Mandela. J'étais avec lui, on va à Hébron, et Ahmed me dit, même en Afrique du Sud, c'était pas comme ça. On a vécu l'apartheid même en Afrique du Sud, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas de routes séparées pour les Noirs et pour les Blancs. Là, il y a des routes séparées. Donc cet apartheid, Netanyahou veut même l'instaurer en Israël même, puisque vous savez que 20% de la population en Israël n'est pas juive. Ce sont des musulmans et des chrétiens. La loi qu'il fait voter donne plus de droits aux juifs qu'à ceux qui ne sont pas juifs. Mais c'est pas parce que Netanyahou est juif qu'il fait ça. C'est parce que Netanyahou est un fasciste. Il serait bouddhiste, il ferait la même chose. Et c'est ça qui est très grave. C'est-à-dire que dans ce qu'il met en place aujourd'hui, il veut un Israël conquérant, dans lequel les citoyens juifs auraient tous les droits, et dans lequel, en réalité, il n'y aurait pas d'État de Palestine. L'état des choses dans les territoires palestiniens est tel, la colonie est tellement grandissante qu'il n'y a plus de continuité du territoire palestinien. À terme, en réalité, ce que veut Netanyahou, mais ce que voulait Sharon aussi avant, c'est qu'il n'y ait plus de volonté nationale palestinienne. Il ne veut pas non plus s'occuper des Palestiniens comme l'imposerait le droit international, puisque l'occupation. Ce qu'il veut, c'est créer des espèces de bantoustans, comme on le disait en Afrique du Sud, c'est-à-dire des territoires dévolus aux Palestiniens, qui s'autogéreraient, ou alors par des chefs de tribus, ou des chefs de clans, et il n'y aurait aucune volonté nationale palestinienne de construction d'un État. Et il est vrai que les Israéliens ont toujours joué comme ça. Moi, je me souviens, il y a plus de 20 ans, en Cisjordanie par exemple, parce qu'il y a une histoire en Palestine. Et par exemple, Ramallah et Naplouse, qui est plus au nord de la Cisjordanie, sont des grandes villes de commerce, de marchands. Et il y a toujours eu une rivalité commerciale entre les deux villes. Que faisaient les Israéliens? Une fois, ils bloquaient Ramallah, comme ça Naplouse pouvait commercer. Une fois, ils bloquaient Naplouse, comme ça Ramallah pouvait commercer. Et au lieu de s'en prendre à celui qui bloquait, ils se tapaient les uns sur les autres, parce que toi, tu as pu commercer, moi, je n'ai pas pu, etc., etc. Diviser pour mieux régner, en quelque sorte. Aujourd'hui se pose donc cette question-là. Je disais, voilà, et Netanyahou voudrait, qu'Israël soit aux Juifs seulement et que ceux qui y vivent aient beaucoup moins de droits, et il veut aussi qu'Israël soit considéré par les Juifs dans le monde entier comme étant leur État et leur patrie. Et Emmanuel Macron porte une part de responsabilité terrible. Quand il invite, pour la commémoration de la rafle du Veldiv en France, quand il invite Benyamin Netanyahou, qui n'a strictement rien à voir
avec ce qui s'est passé en France à ce moment-là, il va implicitement dans le sens de Netanyahou, qui serait lui le représentant de tous les juifs dans le monde et qui ont souffert. C'est la première chose. La deuxième, c'est que Emmanuel Macron, qui veut se présenter là pour les élections européennes en disant qu'il est le rempart progressiste aux nationalistes et aux extrémismes de droite, mais Benjamin Netanyahou a 2 grands amis en Europe aujourd'hui. Viktor Orban en Hongrie, qui est un néo-fasciste qui veut faire revivre les grandes heures de la Hongrie, qui raflait les juifs, les donnait aux nazis pour les exterminer, et Matteo Salvini en Italie. C'est comme ça qu'Emmanuel Macron va nous montrer qu'il est contre l'extrême droite en Europe. Donc on voit bien toute l'ambiguïté de cette façon de se présenter sous une couleur religieuse, une couleur ethnique ou communautaire, la réalité politique, et tout nous amène aujourd'hui à faire preuve d'intelligence et de clairvoyance face à la complexité et aux pièges qui nous sont tendus. Les jeunes Palestiniens dont je parlais tout à l'heure, dossier 1, qui menace de près de 20 ans de prison, je crois, des jeunes Palestiniens qui lanceraient des pierres. Donc, raison de plus aujourd'hui pour soutenir ces jeunes Palestiniens qui sont en prison, de soutenir évidemment ceux qui ne le sont pas, mais qui malheureusement risqueraient de l'être bientôt, et surtout, de déjouer tous ces pièges qui voudraient faire croire que parce qu'on combat la politique néfaste de l'extrême droite israélienne au pouvoir aujourd'hui, nous serions des antisémites. Non, nous ne sommes pas des antisémites, et tous les juifs de France qui combattent la politique israélienne ne sont pas non plus des antisémites. Un grand merci à Pierre, parce que on peut dire que on ressent, je crois pour les jeunes c'est particulièrement vrai, toute la complexité de cette question. C'est pas simple, hein, on voit bien, on l'entend bien. Et en fait, il y a une ligne directrice qu'il a proposée, c'est le projet colonial dès l'origine. Et puis aujourd'hui, comment sortir de la situation et comment soutenir en fait les Palestiniens. On va avoir un débat